Le transhumanisme, c'est un mot très très vague parce qu'il y a énormément de gens, bon, tous ceux qui pensent à l'avenir, d'une certaine façon, sont confrontés à ça. Alors, le transhumanisme, c'est très vague. Alors, ça commence par des choses qui nous environnent, qui sont autour de nous. Par exemple, je porte des lunettes, je sais d'ailleurs même pas où c'est que je les ai mises, mais enfin, je porte des lunettes parce que je suis myope. Donc déjà, je suis un transhumain parce que en tant qu'humain, si j'étais dans la savane maintenant, j'aurais pas de lunettes. Tous les myopes ne porteraient pas. Je ne sais pas, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles qui sont myopes, vous les voyez jamais avec des lunettes parce qu'ils sont restés à l'état de nature. C'est leur nature. Et nous, déjà en portant des lunettes, on est un peu transhumain. On a un peu dépassé notre nature humaine. Le berger des Landes qui se met sur des échasses, tout à coup, il fait 6 mètres de haut pour surveiller son troupeau. Donc c'est assez spectaculaire. C'est déjà un transhumain puisqu'il a maintenant des jambes qui font 4 mètres pour surveiller son troupeau. Nous sommes tous des transhumains. Tous ceux qui ont une greffe. Moi, j'ai un ami qui a été greffé du foie en 2008. C'était un transhumain d'une certaine façon. Bref, ça, c'est le bon côté. Mais où c'est qu'on va s'arrêter? En réalité, c'est ça la question. Il y a des transhumains, des transhumanistes, enfin dans la doctrine. Hier, Jacques Attali s'est énervé, il les a traités de sectes ici, parce qu'il y en a qui vont beaucoup trop loin. Il y en a qui disent, bon, mais dans ce cas-là, on va implanter, vous savez, le plan de Elon Musk, d'implanter un truc, une puce électronique dans notre cerveau qui serait directement reliée aux ordinateurs, qui permettrait, c'est plus la peine d'apprendre des langues parce que déjà toutes les langues vont être dans notre tête, pas la peine d'avoir de la mémoire puisque la mémoire sera dans l'ordinateur. Bon, ça commence un peu à nous effrayer. Et le pire, alors on a eu hier, bon, très sympathique José Cordero, je l'ai invité parce que justement il est très sympathique, très enthousiaste, mais lui il veut absolument que nous soyons immortels, ce qui moi est une perspective effrayante, je trouve, d'être immortel, parce que pour 1000 raisons, mais donc si vous voulez, dans le transhumanisme, il y a à boire et à manger, comme on dit, il y a à peu près tout. Et quand on fait un colloque comme ça, c'est pour permettre à ceux qui assistent, les étudiants, ceux qui sont en streaming, tous ces gens-là, de se faire une idée, eux-mêmes, personnelle, et après chacun décide. Alors il y a 3 choses. D'abord, dans les programmes et la pédagogie, il faut que les jeunes comprennent très vite que sans recherche scientifique, il n'y a pas de progrès. Et que si on ne fait pas notre part de la recherche scientifique, on va être toujours à la traîne, on va être toujours derrière les autres. Ça, il faut que tout le monde le comprenne, soit persuadé. Deuxième chose, on est limité par le capital, tout simplement. La Corée du Sud, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, la France, la communauté européenne ont des ressources qui dépassent largement ce que nous avons. Ils mettent 2% de leur PIB dans la recherche. Ça fait immédiatement des milliards de dollars. On ne peut pas faire ça. Donc, troisième idée, il faut donc déterminer quelques domaines qui pour nous sont importants. Par exemple, j'étais à Laayoune ce week-end. On a un centre de recherche qui est très bien équipé, qui est à Foumloued, à côté de Laayoune. Et ce centre de recherche s'intéresse par exemple à l'agriculture en sol aride, c'est chez nous. La désertification, c'est bien pour nous. Ça, c'est des choses qui nous touchent personnellement, et c'est là qu'il faut faire de la recherche artificielle et de la recherche scientifique. Je disais artificielle parce que je pensais déjà à l'intelligence artificielle. Je voulais aussi en parler. On en fait ici à l'UM6P. Donc il faut faire cette recherche-là aussi, l'intelligence artificielle, donc aussi un peu de recherche fondamentale, mais je ne pense pas qu'on puisse investir tous les domaines de la recherche. Donc notre intelligence collective au Maroc doit nous amener à identifier les domaines dans lesquels nous avons intérêt à faire soit de la recherche fondamentale, soit de la recherche appliquée, et à nous concentrer, mettre beaucoup de ressources dans ces domaines-là. Écoutez, moi je suis assez relax sur cette question. J'ai publié un livre en 2010 qui s'appelle Le drame linguistique marocain. Ça veut dire que pendant un an, j'ai réfléchi à toutes ces questions. Je ne suis pas dogmatique. Je ne suis pas dogmatique, mais j'ai un point de vue qui est le suivant. Évidemment, notre langue nationale, c'est l'arabe. Donc ça doit rester l'arabe. Le tamazight est devenu aussi une sorte de langue nationale. Très bien, c'est une très bonne chose. Bravo. Ça doit être la base. Ensuite, on arrive à autre chose, les langues dans lesquelles on va apprendre les sciences. Alors, il y a des gens qui disent, ben, pour l'instant, c'est le français, et il faut switcher vers l'anglais, vu que c'est la langue internationale, vu que 80% de la recherche publiée se fait en anglais. Ce n'est pas une fausse idée, mais moi, j'attire l'attention sur une chose. Si on switch, et on a déjà d'ailleurs ce cas-là, on aura des étudiants qui parlent l'arabe ou le tamazight, plus ou moins bien, et l'anglais.
et pas du tout le français. J'en ai rencontré. Ici, Ben-Guri, j'en ai rencontré à la Laayoune. Dans l'absolu, ce n'est pas une catastrophe, mais ça veut dire que nous allons nous amputer nous-mêmes d'une partie de notre histoire. Parce qu'en 1912 jusqu'en 1956, on a eu le protectorat français, c'est un fait historique, qui a produit beaucoup de recherches, qui a produit aussi des générations, par exemple la littérature marocaine. Je ne dis pas seulement d'expression française, mais la littérature marocaine du XXe siècle, avec Abdelkader Chad d'abord, mais Charaibi, Le Passé Simple, Sfrewi, ensuite tout le groupe de Souffle. La littérature marocaine s'est écrite en français pour une bonne part au XXe siècle. Les revues scientifiques même, au XXe siècle au Maroc, c'était en français. Une bonne partie de notre histoire. Donc, si on switch totalement, on va perdre une partie de nous-mêmes, de notre histoire. Donc, idéalement, et c'est un idéal, idéalement, on devrait avoir la base, le socle arabe, tamazirt, excellent. On devrait quand même rester au français et très rapidement passer aussi à l'anglais, c'est-à-dire avoir les deux. Écoutez, pendant très longtemps, on a dit, c'était peut-être vrai, le Maroc a une vocation agricole. Et on a fait une politique des barrages, qui est une excellente politique, très intelligente. Dans les années 60, Hassan II voulait un barrage chaque année, c'était une très bonne chose. Ça a développé l'agriculture et tout. Maintenant, on peut se demander si réellement nous avons une vocation agricole, vu le déficit hydrique, le stress hydrique qu'on a. Exporter des pastèques ou des tomates, c'est exporter de l'eau, ce qui est un peu ridicule. On exporte de l'eau vers l'Europe qui n'en a pas besoin. Donc on peut se demander si cette vocation agricole du Maroc est une vraie chose. Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que le Maroc n'a pas une vocation agricole. Il faut faire très attention à la souveraineté. Par exemple sur les céréales, etc. Il faut s'efforcer de les produire, mais il doit y avoir une limite. Je pense que le Maroc a intérêt à s'industrialiser, mais immédiatement à viser le high-tech. On va pas, et donc à essayer de rentrer dans les chaînes de valeur. Par exemple, on fait des choses avec les avions, avec les voitures, des choses comme ça, mais viser être encore plus ambitieux. Après tout, Taïwan, la Corée du Sud, ils n'étaient pas plus développés que nous. Dans les années 60, c'était même le contraire. On peut viser l'excellence dans le high-tech et rentrer dans les chaînes de valeur dans ce domaine-là. Je pense qu'on peut le faire, je pense qu'on devrait le faire. Tout contact avec des pays, vous parlez d'Israël par exemple, mais tout contact avec des pays qui sont à la pointe de la recherche, du développement dans les high-tech, est forcément bénéficiaire. C'est bon pour nous. Donc il faut se rapprocher avec tous ces pays qui sont d'ailleurs disposés, pour certains, à nous intégrer dans leur chaîne de valeur. Donc le rapprochement avec tous ces pays, si on le met en connexion avec le fait que nous avons des étudiants extrêmement brillants, je pense qu'il devrait y avoir chaque année des centaines de start-up qui apparaissent dans tous les domaines.